Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Jean-Luc Fournet, le Collège de France, le groupe de recherche transversale en paléographie et le programme Scripta de l'université PSL pour leur invitation à participer à cette journée d'études intitulée Polygraphisme, écritures en coexistence et en interférence. À la suite de la conquête gréco-macédonienne de l'Égypte en 332 avant l'ère chrétienne, de nombreux immigrants hellénophones s'installèrent dans le territoire égyptien. La riche documentation que nous livre le sol d'Égypte, couplée à cette situation multilingue, nous permet d'avoir des renseignements très utiles sur ces scribes et sur la possibilité de mener une enquête dans l'Égypte gréco-macédonienne. Définissons tout d'abord le démotique. Tout comme pour le démotique dont il sera probablement question dans l'allocution de Philippe Papin autour du vietnamien cet après-midi, la notion de démotique désigne à l'origine l'écriture populaire. Dans notre cas, le démotique ne doit pas non plus être confondu avec les situations diglossiques bien connues du grec moderne entre démotique et kasarevousa. Cette dénomination d'écriture populaire pour l'écriture égyptienne dont il est ici question provient du chapitre 36 du livre 2 des histoires d'Hérodote, dans lequel le père de l'histoire distingue l'écriture populaire, grammata demotica, de l'écriture sacrée, grammata hiera. Cette dernière catégorie incluant les écritures hiéroglyphiques et hiératiques. L'égyptien démotique ne désigne non seulement une écriture, mais également un stade de la langue égyptienne. Donc, étant donné que l'Égypte gréco-romaine est un laboratoire inouï grâce à la riche documentation qu'elle nous a livrée, nous allons tenter de présenter la question de la bilittératie gréco-démotique. Nous n'avons pas la prétention d'embrasser la question de la bilittératie gréco-démotique dans son ensemble, mais de vous faire part de nos réflexions concernant en effet les catégories et les dénominations terminologiques, ainsi que de vous montrer notre méthode pour débusquer les scripteurs digraphes, ou en l'occurrence plutôt billettrés, mais aussi de vous montrer à travers des cas d'études certaines réflexions sur des scripteurs particuliers ayant des compétences à l'écrit, qui ne sont pas simplement bilingues à l'oral, mais qui ont aussi des compétences à l'écrit dans ces deux systèmes graphiques. Donc pour situer rapidement le démotique, ce que nous avons déjà fait, la fameuse pierre de Rosette avec la partie centrale qui est écrite en démotique. Donc cette réflexion s'inscrira en 3 temps. Dans un premier temps, nous essaierons de voir comment nous pouvons essayer de nous débrouiller dans ce désordre terminologique en sociolinguistique et à l'aide d'un ouvrage récent pour lequel de nombreux participants de différentes aires culturelles ont participé et qui a l'intérêt de rationaliser et de mettre en cohérence tous les termes, un grand nombre de termes sociolinguistiques dans des situations multilingues. Dans un second temps, nous allons montrer notre méthode pour chercher à montrer comment un scripteur était billettré gréco-démotique. Et dans un troisième temps, nous allons faire cette étude de deux cas de deux scripteurs billettrés avec certaines interférences intéressantes. Donc, concernant le désordre terminologique, c'est Daniel Bunchit, dans son ouvrage récent, qui parle de l'état de la terminologie concernant la biscripturalité pour être difficilement dans un état pire. Donc nous ne cherchons pas à faire un commentaire de texte du résumé de la présente journée,
mais simplement, comme l'a dit en introduction Jean-Luc Fournet, j'ai relevé cette distinction qui est souvent faite depuis les travaux de Daniel Coste et des équipes, de ses équipes autour du cadre européen commun de référence pour les langues. Il y a une clarification qui a été faite entre le plurilinguisme dont il est question en termes de compétences individuelles et le multilinguisme qui considère des situations contextuelles ou spatiales. On parle d'un multilinguisme d'un État ou d'une région. Avant cette distinction qui a été faite et qui semble s'être imposée dans une grande mesure dans les recherches sociolinguistiques, mais pas simplement dans la sociolinguistique francophone, étant donné que les travaux du Conseil de l'Europe sont traduits, je crois, dans 39 langues de mémoire, il y a des termes comme le terme de plurilingualisme qui a été traduit en anglais et qui s'impose aussi pour désigner les compétences individuelles. En allemand aussi, on a cette différence entre Mehrsprachigkeit et Vielsprachigkeit qui est aussi en train de s'imposer. Rien que pour rappel, simplement, pour montrer à quel point les catégories sociolinguistiques ont tendance à ne pas être si fixes que cela, il y avait dans les années 90 une tentative de rationaliser cette distinction entre plurilinguisme et multilinguisme, distinction qui ne s'est pas du tout imposée. Le plurilinguisme étant, selon le spécialiste des créoles Robert Chaudenson, une coexistence de plusieurs langues au sein d'un même État, et le multilinguisme, une présence dans un continent ou dans une de ces régions de plusieurs langues dont les aires d'usage dépassent les frontières nationales. Donc ce désordre terminologique, à travers la littérature que nous avons parcourue, nous avons finalement eu une sorte d'odyssée ou d'errement terminologique nous-mêmes. Dans un premier temps, nous avons qualifié nos scripteurs qui avaient des compétences en grec et en démotique de digraphes. Donc nous avons finalement recherché sur les notions de digraphie et de digraphisme. Concernant le digraphie, il s'agit du pendant écrit de la diglossie, avec le concept forgé par Ferguson en 1959. Bunchit, dans son livre récent, fait l'historique de tous les termes utilisés et les premières attestations de la digraphie dans un sens sociolinguistique à partir de cet article de Ferguson ne se trouve pas chez l'occitaniste Robert Laffont, mais chez l'africaniste Zima. C'est un article dans les années 60, 67 ou quelque chose comme ça. Donc une tentative de normalisation a été proposée à ce désordre terminologique. Donc je reprends ce tableau de l'ouvrage de Daniel Bunchit, auquel a participé des égyptologues comme Zandra Lippert et des sinologues. Il y a différentes aires culturelles représentées. Donc il s'agit de montrer les différentes possibilités, différents cas de biscripturalité, c'est-à-dire l'utilisation simultanée de systèmes graphiques pour une même langue, où on voit toutes les possibilités qu'il arrive à mettre en évidence. Donc chaque cas, les 9 cas listés ici, j'ai traduit ce tableau rapidement, chaque cas dont il est question ici fait l'objet d'une présentation spécifique avec des études de cas dans cet ouvrage utile qui, à mon sens, pourrait permettre d'unifier les catégories sociolinguistiques que nous utilisons, que ce soit dans différents types de philologie, et permettrait un dialogue entre philologues plus aisé. Il me semble que si chacun a ces catégories, ce sera beaucoup plus difficile
d'arriver à comprendre de quoi il s'agit véritablement. Donc dans ce sens, l'ouvrage de Bunchit est un jalon très important dans cette unification et clarification terminologique. Concernant le digraphisme ou le polygraphisme, il y a deux conceptions différentes dans les études classiques. Il y a celle émise par Paolo Radicciotti, qui définit un texte de digraphe quand deux systèmes graphiques différents y sont utilisés. Une autre conception en parallèle est présente, c'est celle de Giuseppe De Gregorio, selon lequel le digraphisme est la capacité pour un même scripteur de manier deux styles ou variantes graphiques à l'intérieur d'un même système graphique. Et il me semble qu'il y aurait une troisième définition, une troisième possibilité, c'est celle qu'on trouve dans le programme qu'on commente une fois de plus, où c'est le polygraphisme individuel est à l'œuvre quand divers systèmes d'écriture existent, tandis que Giuseppe De Gregorio parle d'un même système graphique. Nous avons préféré donc utiliser la notion de biliteracy. Nous allons voir la traduction française que nous avons préféré choisir plutôt que celle de digraphisme qui nous semble trop vague et s'accorde moins aux dénominations ou aux catégories utilisées en sociolinguistique, notamment dans l'ouvrage de Bunchit dont il a été question un bon nombre de fois. Le couple notionnel biliteracy, biliterate est traduit en français de billetrisme, de billitératie ou de billitératie avec un C, et le terme billiterate de billettré ou billitéré. C'est d'Éric de Kerkhove qui refuse ou qui ne veut pas utiliser le terme de billettré car il considère qu'il y aurait une confusion entre un individu instruit qui a des lettres et quelqu'un capable de lire et d'écrire. Donc il me semble que on peut se mettre d'accord sur la catégorie de billitératie. Celle de billettrisme pose problème parce que le lettrisme est un mouvement d'avant-garde littéraire dont la figure de proue était Isidore Isou de mémoire. Et le terme billitératie, CIE, me semble être un calque de l'anglais et il me semble faire moins français que le terme billitératie avec un T me semble plus convenir à la langue française et à sa façon de fonctionner. Aussi un réseau intéressant pour les recherches dont il sera question aujourd'hui, c'est le groupe Littératie en contact, dont la dernière table ronde a eu lieu à Francfort, mais qui va essayer sous une forme ou une autre de continuer à exister et qui mène des recherches de sociolinguistique historique et donc dans différentes aires culturelles. Les ouvrages classiques sur la billiteracy et la billitératie sont ceux de Hornberger. Donc, une fois ce cadre méthodologique et théorique posé, nous allons voir par quelle méthode nous allons chercher nos scripteurs billettrés. Donc il y a deux traditions scripturales bien distinctes dans le monde de l'Égypte hellénistique où se côtoient à la fois des colons, des immigrants grecs et des Égyptiens. L'Égyptien s'écrivait avec des pinceaux de jonc. Donc l'Égyptien était peint. Donc le pinceau de jonc se fabriquait à partir de deux espèces de jonc différentes. Tandis que le grec s'écrivait à l'aide d'un calame de roseau taillé en pointe.
fabriqués à partir d'une seule espèce. On connaît deux positions scripturales bien distinctes entre les positions utilisées par les scripteurs grecs et égyptiens. Il y a la fameuse statue du Louvre qui représente une des deux possibilités, type statuaire classique dans la tradition égyptienne. À l'inverse, une autre position scripturale, il s'agit d'une tablette d'argile, donc c'est pas une façon d'écrire à l'encre, mais la position est sûrement la même. En effet, dans les sources, il est souvent fait question du fait d'écrire sur les genoux dans la tradition grecque. Donc pour résumer, il y a bien deux traditions scripturales bien différentes, et on peut donc supposer qu'un scripteur qui avait l'habitude et qui avait été formé dans des écoles égyptiennes où il a d'abord tracé ses textes avec un pinceau réalisé à partir d'un jonc, une fois cette habitude de peindre son texte, s'il passe à écrire un texte grec, il peut utiliser son pinceau de jonc pour écrire du grec parce qu'il a été formé dans les écoles égyptiennes et qu'il a l'habitude de peindre son texte. Donc il y a un transfert matériel qui nous montre que le scripteur qui utilisait son pinceau de jonc avait été formé dans les écoles égyptiennes et avait l'habitude de peindre, et il ne prenait pas la peine de changer son instrument d'écriture. Et c'est ainsi à l'aide de l'article de Willy Claris, tous les textes de cette époque, j'ai essayé de préciser dans les actes du Congrès de Barcelone la méthode que Claris a mise en place, à savoir que tout texte de cette époque tracé au pinceau en grec, la partie grecque de ce texte a été tracée par un scripteur bilettré. Donc dans l'article de Claris, il y a 58 documents tracés au pinceau qui ont été retrouvés. J'en ai listé autour de 300, et un grand nombre d'entre eux sont des reçus fiscaux. Nous allons en voir quelques-uns dans la troisième partie, dans des courts textes des reçus fiscaux. Donc 130, je ne sais plus si je vous ai donné le nombre. Donc, dans un troisième temps, nous allons voir certaines études de cas. Il s'agit donc d'un scripteur bilettré, rédacteur de reçus fiscaux de la taxe du sel, qui est une sorte de capitation à Thèbes en l'an 257-256 avant l'ère chrétienne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la géographie égyptienne, donc Thèbes se trouve en Haute-Égypte. Donc il s'agit ce scripteur a rédigé ce reçu fiscal qui a ceci d'intéressant. Donc on voit que c'est un texte dont la partie grecque a été écrite à l'aide d'un pinceau de jonc, le démotique aussi. Donc je peux être sûr que la partie grecque a été écrite par un scripteur bilettré. Ce qui est remarquable dans ce texte, c'est notamment le fait que ce scripteur ne prenne pas la peine de décliner les noms, et qu'il indique la filiation, disons, sous forme égyptienne, en écrivant Élil pa Honé, Élil fils de Honé, pa étant la façon d'indiquer la filiation, signifiant en égyptien, celui de, donc le fils de. Donc il écrit Élil pa Honé au lieu de, par exemple, Helilis Oneus. Ce scripteur donc, nous est connu par un autre ostracone écrit 3 jours plus tard, où il indique également la filiation avec cette interférence linguistique, en plus de cette interférence matérielle par l'utilisation du pinceau de jonc pour écrire ce texte. Donc il indique également le nom de la contribuable
Tenamun tapirit. Donc là, avec le tap, vu qu'il s'agit d'une femme, donc c'est également le pronom celle de pour indiquer la filiation. Donc Tenamun tapirit au lieu de, par exemple, Tenamunis paratu. Donc il s'agit du même scripteur. On reconnaît... j'ai simplement un facsimilé de cet ostracon parce que l'original est perdu actuellement. Mais on reconnaît, mettons... je sais pas si je vais réussir à faire... Ah, ok. Bon, j'arrive pas. Sur la ligature du signe de l'année réniale au début du texte, la façon dont il ligature ce signe avec kappa-theta au début nous semble être caractéristique de la façon dont ce scribe écrit le texte grec. Un autre texte, un autre ostracon qui nous est pas très bien préservé, a été probablement écrit par ce même scripteur. On reconnaît cette ligature sur le signe de l'année réniale. Là, il semblerait, selon l'édition, que la filiation ait été écrite, qu'il aurait décliné les noms et qu'il aurait indiqué le patronyme au génitif, comme c'est attendu en grec. Néanmoins, en préparant cette présentation, je me suis demandé si on ne pourrait pas ajouter un cas supplémentaire et que ce scripteur n'était pas simplement capable de décliner des noms et d'indiquer la filiation autrement qu'à l'égyptienne. Et s'il n'y avait pas écrit ici, ma lecture reste à confirmer, s'il n'y a pas écrit ici Hor pa Luos au lieu de Horos Luotos. Donc il faudrait consulter l'original pour vérifier la lecture. Un autre texte écrit par ce même scripteur, mais donc il n'y a pas de filiation. On remarque toujours cette ligature, mais il n'y a pas de filiation anormale à remarquer dans ce texte. La question, qui est une question toujours difficile, à savoir si ce scripteur a écrit les parties démotiques ou une des signatures démotiques. C'est une histoire de degré de probabilité. Il me semble qu'il pourrait être on le voit mieux sur cette image-là, qui pourrait être le premier sous-scripteur démotique pourrait être le même scripteur que le scripteur de la partie grecque, vu qu'il y a un second scripteur. Ça commence ici à la signature, pas Aous, mais la façon dont il commence son texte au milieu de la ligne et qui continue avec la datation. Là, l'ostracon est coupé à cet endroit-là, mais là, il faut se représenter qu'il y a la date qui est inscrite dans cette partie-là. Donc, si ce scripteur bilettré, parce qu'il l'était vu qu'il utilisait le pinceau de Jean, a écrit une souscription démotique, c'est certainement Psenminis, je pense. Oui, c'est le premier scripteur de Psenminis dont il s'agit. Donc, c'est un phénomène qu'on a assez souvent dans ces reçus fiscaux grecs ou gréco-démotiques de l'époque hellénistique, c'est cette filiation indiquée à l'égyptienne avec pauta au lieu du génitif attendu. Donc là, un peu de littérature. Donc je suis en train de lister, avec Willy Claris qui a écrit un article, on liste toutes les attestations de filiation à l'égyptienne, et j'attends sa réponse sur le dernier cas que j'ai trouvé ces derniers jours. Donc le second cas,
se déroule dans la pseudo-oasis du Fayoum. Il s'agit du fameux papyrus du mémorandum de Stautoïtis concernant l'irrigation de la Doréa d'Apollonios. C'est un papyrus qui a été écrit également avec un pinceau de jonc. Et il a plusieurs caractères remarquables. Tout d'abord, c'est ce plan qui représente les travaux de construction. Donc c'est un devis pour des constructions de canaux et de digues pour mettre en valeur ce domaine d'Apollonios, qui était le ministre, Diocète, sorte de ministre des Finances de Ptolémée II. Ce qui est intéressant, c'est que les points cardinaux sont indiqués à la fois en grec et en démotique, et que l'orientation grecque, l'orientation écrite en grec n'est pas la façon dont les Grecs orientaient habituellement les documents, tandis que la façon dont les points cardinaux sont écrits en égyptien correspond à l'orientation vers le sud, qui est l'orientation classique des documents égyptiens. Donc là, je suis dans le sens de l'écriture en grec, et en fait l'égyptien est écrit, il faut tourner le document à 90 degrés, et le scripteur s'est donc tourné vers le sud, car il avait l'habitude de tourner ses documents et de s'orienter vers le sud, et ensuite il a transposé et écrit en grec les différents points cardinaux. Donc tout ça a bien été mis en évidence, notamment dans un article de Clarisse récent sur l'orientation dans le monde grec et égyptien. Néanmoins, il me semble qu'il y avait une chose qui n'a pas été remarquée sur ce document, c'est sa colésis qui est anormale pour un document grec. Donc pour expliquer rapidement ce qu'est une colésis ou comment se fabrique un papyrus. Le papyrus était composé de différents feuillets de papyrus, donc des colémas qu'on collait entre eux de façon à former un rouleau de papyrus. Une fois le papyrus fabriqué, il y avait les scripteurs avaient l'habitude de prendre ou de saisir leur rouleau dans le sens qui correspondait au fait qu'on écrivait d'abord sur le coléma supérieur et que l'écriture pouvait descendre en quelque sorte sur le coléma inférieur. Donc ça correspondant au sens de l'écriture. Vu que le grec est une écriture qui court de gauche à droite, les scripteurs tournaient le rouleau dans ce sens-là, tandis qu'en démotique, vu que l'écriture va de droite à gauche, les colésis étaient dans l'autre sens. Le feuillet 1 se trouve aussi au-dessus de feuillet 2, etc. Donc il y a parfois un petit nombre de colésis inappropriés, autant pour le démotique que pour le grec. Et c'est le cas de ce document, et cela montre que probablement ce scripteur habitué dans les écoles égyptiennes avait été également habitué à tenir son rouleau de façon dans la direction des écritures égyptiennes, à savoir de droite à gauche. Une autre caractéristique matérielle de ce document, c'est également le fait qu'il soit opistographe, donc écrit des deux côtés. Donc le scripteur, une fois qu'il avait plus de place pour écrire au recto, il a écrit au verso. Mais c'est pas simplement ce caractère-là qui est intéressant, mais c'est le fait qu'il écrive à tête bêche le verso, ce qui semble être une pratique. C'est une hypothèse de travail. Il faudrait le vérifier, pardon. C'est une pratique qui semble aussi être une pratique scripturale égyptienne. En tout cas, c'est une pratique qui est connue dans les lettres égyptiennes,
qui sont parfois écrites également au verso, et quand on écrit au verso, dans ce format vertical typique des lettres égyptiennes, comme l'a montré Antonia Assari dans son livre récent sur la mise en page des papyrus. Il y aurait cette pratique chez ces scripteurs qui écriraient leurs lettres dans la tradition égyptienne, donc d'écrire des lettres dans un format vertical, ce qui est une reprise de l'épistolographie démotique, et de tourner son... quand on écrit au verso, de tourner tête bêche son papyrus. Là, il ne s'agit pas d'une lettre, mais cette pratique se retrouve également. Donc je me demandais si ça pouvait être un caractère ou une sorte de transfert matériel ou d'habitude de ce scripteur qui était billettré. Très peu nombreux sont les textes où les collésailles sont inappropriés. On connaît ce Stupomnema des archives de Zénon également, mais ce qui m'intéresse dans ces collésailles inversées, ce n'est pas simplement quand elles se trouvent en marge, ce qui est la plupart des cas, mais c'est quand elles sont aussi traversées d'écriture, qu'elles se trouvent au milieu du papyrus, et pas simplement en marge, où il me semble que c'est pas signifiant par rapport aux habitudes du scripteur. Donc là, c'est un second exemple sûr où l'encollage ne correspond pas, enfin, le scripteur n'a pas tenu son rouleau, pris son feuillet de papyrus dans le sens qui conviendrait à l'écriture en grec. Donc là, c'est là où passe la cholésis. Là, on connaît deux autres cas, à ma connaissance, qui sont sûrs, de cholésis inappropriés. Le premier cas, je ne sais pas si c'est une erreur d'inattention du scripteur, donc le PSI 3 199. Concernant le Payant Zen 4, je me demande si c'est lié à ce type documentaire particulier qui est ces documents doubles, qui étaient des documents dont une partie pouvait être résumée, puis enroulée, puis scellée, et qu'on ouvrait en cas de litige pour confirmation de voir ce qu'il y avait dans le texte, mais parce que ces textes étaient écrits contre les fibres, et donc il pouvait y avoir des difficultés avec ce type documentaire, notamment s'il s'agissait d'un scripteur billettré qui n'avait pas l'habitude de ce type documentaire. Enfin, on observe ça sur les documents doubles démotiques, il y a des choses assez étranges vis-à-vis des cholésailles. Donc, en conclusion, on a vu, après avoir tenté d'avoir mis un peu de cohérence terminologique et d'avoir exposé notre méthode, de chercher à montrer comment on pouvait trouver des scripteurs billettrés simplement en observant leur production scripturale en grec, à travers quelques études de cas, j'espère vous avoir montré quelles interférences matérielles et linguistiques pouvaient être à l'œuvre. Je vous remercie pour votre attention.